Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de cette émission, comment réduire l'impact environnemental de la fast fashion. On en parlera dans quelques instants avec Aurélie Vuchet-Bondé, associée du cabinet Cornet Vincent Ségurel. On parlera ensuite des procédures préventives et collectives applicables aux avocats avec Nicolas Milenkiewicz, avocat, et enfin Lorraine Derry, avocate fondatrice du cabinet Derry Avocat, nous parlera de location saisonnière et des règles applicables aux meublés touristiques. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute tout de suite ce Lex Inside. Comment réduire l'impact environnemental de la fast fashion? On en parle tout de suite avec mon invité, Aurélie Vuchet-Bondé, associée au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. Aurélie, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que la fast fashion? Alors la fast fashion ou mode éclair ou éphémère en français est finalement une mode qui consiste à mettre en vente de nombreuses références de produits dans un délai très court. À titre d'exemple, une marque française conventionnelle met en vente environ 250 nouveaux produits par an. Une marque de fast fashion comme Zara en mettrait 500 nouveaux par semaine. Et les marques d'ultra fast fashion comme Shein en mettent 8000 nouveaux produits par jour. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et donc, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, la consommation de vêtements a doublé dans ces 10 dernières années. Or, il faut savoir que la production de textiles est tout de même à l'origine de 4% de la consommation d'eau potable, de 10% des émissions d'effet de serre, de 20% de la pollution des eaux en raison des déchets textiles et des produits qui sont utilisés pour la teinture notamment des vêtements. Et ces marques de fast fashion utilisent, pour avoir des prix très bas, des matières premières de basse qualité, comme souvent du polyester, qui lui-même est responsable de la production de 240 000 tonnes de microfibres par an qui sont rejetées dans les océans. Donc la fast fashion a réellement un impact à la fois sur l'utilisation de ressources, sur la production de déchets et sur les conditions de travail qui sont employées auprès de personnes qui sont parfois vraiment très très précaires. Qu'en est-il de la législation tant au niveau européen qu'au niveau interne s'agissant de la fast fashion? Alors, dans le cadre européen, pour l'instant, la Commission puis le Parlement européen ont mis en place une stratégie pour avoir une industrie du textile durable et recyclable. L'objectif est que d'ici 2030, finalement, les produits qui soient vendus sur le marché européen soient durables et recyclables et également un gros taux de réparabilité. En revanche, la mise en œuvre vraiment de ces dispositions sera discutée avec le prochain Parlement européen qui va être élu au cours du mois de juin. Dans le cadre du cadre interne, donc les dispositions françaises, l'Assemblée législative, le 14 mars 2024, a adopté en première lecture une proposition de loi visant à réduire du coup l'impact environnemental de la fast fashion. Il faut savoir qu'on attend toujours que cette proposition de loi soit relue et adoptée par le Sénat. En quoi consiste cette nouvelle proposition de loi adoptée le 14 mars 2024? Tout d'abord, l'Assemblée législative a défini la fast fashion. Alors, qu'est-ce que la fast fashion selon l'Assemblée nationale? C'est la mise à disposition ou la distribution d'un grand nombre de nouvelles références de vêtements ou d'accessoires neufs dans un temps donné et qui sont au-delà de certains seuils qui ont été fixés par décret. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a mis en place plusieurs mesures qui visent à baisser la consommation de ces produits issus de fast fashion. Elle a mis en place 4 mesures principales. La première est un message de sensibilisation que les producteurs ou les distributeurs ou les revendeurs de produits issus de la fast fashion vont devoir mettre en œuvre, que ce soit sur leur site internet ou sur les étiquettes des produits. Ils devront donc sensibiliser les acheteurs potentiels à la durabilité des produits et l'impact environnemental que peut avoir leur achat. S'ils ne respectent pas cette disposition, il peut y avoir une amende qui s'encourt jusqu'à 15 000 € par entreprise qui ne respecterait pas cette disposition. Une deuxième mesure qui a été mise en place, c'est la création d'un éco-score. Un petit peu comme le Nutri-Score pour les aliments, le gouvernement a développé un système de notation qui s'appelle Éco-Balise et qui permet d'attribuer une note de 0 jusqu'à l'infini aux vêtements. Cette note est préparée en fonction de la fabrication, l'utilisation des ressources qui seront utilisées pour fabriquer les produits, des émissions d'effets de serre de gaz à effet de serre qu'elles auraient pu engendrer. Également, surtout la fin de vie du produit, quels sont les impacts sur l'environnement que pourrait avoir le recyclage de ces différents produits.
La troisième mesure qui a été mise en place est l'interdiction de la publicité de ces produits ou la promotion de ces marques de fast fashion. Et également auprès des influenceurs, parce qu'il faut savoir que la fast fashion s'est énormément démocratisée grâce aux réseaux sociaux et aux influenceurs. Les influenceurs, tout comme les marques, ne pourront plus faire la promotion et la publicité de ces marques de fast fashion ou ces produits de fast fashion. À défaut, ils encourent un risque pour les personnes physiques d'une amende de 15 000 € et pour les personnes morales jusqu'à 200 000 €. Et enfin, la proposition de loi prévoit un malus écologique. On va revenir justement sur ce malus écologique. De quoi s'agit-il? Alors, le malus écologique, pour revenir simplement à la responsabilité élargie du producteur, qui s'applique déjà pour l'ensemble des producteurs. Actuellement, il y a un éco-organisme qui s'appelle Refashion, qui est en charge de collecter une éco-contribution pour les fabricants ou les distributeurs de produits qui auraient un impact environnemental négatif. À ce jour, l'écotaxe qui peut être récupérée par l'éco-organisme est au maximum de 20% du prix de vente hors taxe du produit qui aurait été vendu. Avec la nouvelle proposition de loi, ce malus environnemental augmenterait considérablement puisqu'il serait de 5 € par produit en 2025, avec 1 € de plus pour atteindre 10 € par produit en 2030. C'est extrêmement important. Exactement. Et le plafond actuel de 20% du prix de vente hors taxe serait déplafonné jusqu'à 50% du prix de vente hors taxe. Donc forcément, cela aurait un impact significatif sur le prix de vente qui serait normalement répercuté sur les consommateurs et ce qui vise à baisser le mode de consommation et de surconsommation de ces produits polluants. Alors on voit que le cadre juridique qui est en train de se mettre en place est extrêmement restrictif. Est-ce que ça veut dire que c'est justement une restriction de la liberté d'entreprendre pour ces entreprises qui font de la fast fashion? Alors, est-ce que c'est une restriction à la liberté d'entreprendre? Certaines entreprises qui sont contre ces nouvelles modalités, forcément, vont tenter d'argumenter en ce sens. En revanche, il faut savoir que le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2020, a déjà argué que la protection de l'environnement était une valeur constitutionnelle qui justifiait le fait de pouvoir restreindre de temps en temps à la liberté d'entreprendre. Ensuite, il faut aussi savoir que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la proposition de loi va être mise en place par des décrets. Or, on sait que les décrets d'application parfois se font attendre, parfois jusqu'à 2 ans après la promulgation de la loi. Et en outre, ces décrets vont fixer des seuils. Si les seuils sont trop élevés, peu d'entreprises seront touchées par cette proposition de loi et du coup, les modes de consommation ne changeraient pas forcément. En revanche, si les seuils fixés par le décret sont assez bas, alors un plus grand nombre d'entreprises sera touché et les prix devront augmenter logiquement et du coup, la consommation également baisser. Donc il faut suivre ce que vont dire les fameux décrets d'application. Exactement, mais déjà, il faut que ça soit approuvé par le Sénat. On va conclure là-dessus. Merci Aurélie d'être venue sur le plateau. Merci. On poursuit ce Lex Inside et on va parler des procédures préventives et collectives applicables aux avocats avec mon invité Nicolas Milenkiewicz, avocat. Nicolas, bonjour. Bonjour Arnaud. Comment est déterminé le tribunal compétent s'agissant d'une procédure préventive ou collective applicable à un avocat? En matière de procédure collective, il faut distinguer traditionnellement la compétence matérielle de la compétence territoriale. La compétence matérielle permet de déterminer quel est le juge qui est matériellement compétent. S'agissant d'un avocat, celui-ci exerçant une activité civile, une activité libérale, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Concernant la compétence territoriale, il s'agit de déterminer quel est le tribunal qui est territorialement compétent. Pour les sociétés d'avocats, on fait application du siège social, et pour les avocats personnes physiques, on fait application du lieu d'exploitation ou du domicile. À côté de cette règle de principe, il existe une exception fixée par l'article 47 du Code de procédure civile, que l'on appelle traditionnellement le privilège de juridiction. En application de ce privilège de juridiction, un auxiliaire de justice qui est parti à un litige devant lequel il exerce traditionnellement son activité, ce litige peut être soumis à un tribunal limitrophe. Ainsi, prenons un exemple. Pour un avocat inscrit à l'Ordre des barreaux de Paris, la règle de compétence de droit commun, ce sera le tribunal judiciaire de Paris, mais il pourra faire application de ce privilège de juridiction et saisir le tribunal judiciaire de Créteil ou le tribunal judiciaire de Bobigny. Il est à noter que ce privilège de juridiction vaut
lorsque c'est l'avocat qui sollicite l'ouverture de la procédure collective, mais lorsqu'il est assigné en ouverture d'une telle procédure. Je noterai enfin que le privilège de juridiction n'est pas applicable devant les litiges qui relèvent de la compétence du juge-commissaire. Il y a eu longtemps un débat en doctrine, le législateur a tranché, cet article 47 du Code de procédure civile n'est pas applicable devant le juge-commissaire. Il faut donc faire application du même tribunal qui a ouvert la procédure collective. Alors on a vu la question de la compétence du tribunal. Quid du rôle du Conseil de l'ordre des avocats s'agissant de mesures préventives ou au cours d'une procédure collective concernant des avocats? L'ordre des avocats joue un rôle prépondérant. Ce n'est pas une spécificité à la profession d'avocat, c'est applicable à toute profession qui est organisée autour d'un ordre professionnel. Ce rôle prépondérant intervient tant dans les matières préventives que dans les matières collectives. Rapidement, pour les matières préventives, le Code de commerce nous indique que lorsqu'un avocat souhaite bénéficier d'une procédure de conciliation, il devra indiquer l'ordre duquel il relève. De même, cet ordre aura communication de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation. Enfin, l'ordre sera appelé ou entendu si le tribunal doit statuer sur l'homologation d'un éventuel accord d'homologation. Désormais, pour les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l'ordre des avocats intervient à différentes étapes de la procédure. Tout d'abord, lors de l'ouverture de la procédure collective, il est appelé ou entendu, de même en cas d'extension de cette procédure collective. Ensuite, au cours de la procédure collective, l'ordre a différentes prérogatives que je peux citer rapidement. Il peut, par exemple, solliciter le remplacement d'un mandataire ou d'un administrateur ou d'un expert. Il peut également demander la nomination d'un co-administrateur ou d'un co-mandataire judiciaire. L'ordre des avocats reçoit également l'éventuel plan de session. Il peut également désigner un représentant qui exercera les actes de la profession. Et enfin, il doit donner son accord pour la destination des archives. Je mettrai également en exergue deux rôles importants du Conseil de l'ordre. Tout d'abord, l'ordre est désigné d'office contrôleur. Traditionnellement, le juge-commissaire peut désigner jusqu'à 5 contrôleurs, c'est-à-dire que lorsque la procédure collective est ouverte au bénéfice d'un avocat, le juge-commissaire ne pourra plus désigner que 4 contrôleurs. Également, l'ordre ne pourra pas être révoqué de ses fonctions de contrôleur, à la différence des autres créanciers. Enfin, l'ordre jouera un rôle important en matière de sanctions de l'avocat. Les sanctions prévues par le Code de commerce, telles que la banqueroute ou l'interdiction de gérer, ne sont pas applicables aux professions d'avocats. Il appartiendra donc à l'ordre de sanctionner éventuellement le professionnel. Pour terminer, il y a une question qui est importante, c'est la question du secret professionnel. Comment le protéger dans le cadre de ce type de procédure? Le secret professionnel est un principe fondamental de la profession d'avocat. L'article 2 du RIN nous indique que ce secret professionnel est d'ordre public, qu'il est général, absolu et illimité dans le temps. Pendant longtemps, le respect du secret professionnel a longtemps plaidé pour l'inapplication des procédures collectives de droit commun à la profession d'avocat et aux professions libérales réglementées. Lorsque le législateur a décidé de soumettre les professions libérales réglementées, et donc la profession d'avocat, aux procédures collectives de droit commun, il a prévu un certain nombre de garde-fous. La procédure collective est organisée de manière à respecter le secret professionnel. Les différents organes de la procédure n'auront pas accès au dossier des clients. Ensuite, l'ordre devra désigner un représentant qui exercera les actes de la profession, qui aura accès au dossier et qui pourra effectuer les actes en matière d'honoraires. Je citerai pour finir 3 règles qui permettent de démontrer tout le respect du secret professionnel dans le cadre des procédures collectives des avocats. Tout d'abord, le juge-commissaire ne pourra pas imposer que le mandataire ou que l'administrateur reçoive la correspondance de l'avocat, cette correspondance étant bien souvent marquée par le secret professionnel. Ensuite, l'inventaire sera dressé en présence d'un représentant du Conseil de l'ordre et le Code de commerce nous indique que cet inventaire ne devra porter en aucun cas atteinte au secret professionnel. Enfin, la destination des archives devra être décidée en accord entre le liquidateur et le représentant du Conseil de l'ordre. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour l'invitation.
Location saisonnière, quelles sont les règles du meublé touristique? On en parle tout de suite avec mon invitée Lorraine Derry, avocate fondatrice de Derry Avocat. Lorraine, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce que le meublé touristique? Alors, le meublé de tourisme, c'est un appartement, une villa, un studio que vous offrez à l'usage exclusif d'un locataire pour qu'il y séjourne pour des courtes durées, c'est-à-dire à la journée, à la semaine ou au mois, et au sein duquel il n'y lit pas domicile. Donc ça veut dire qu'il habite ailleurs et qu'il occupe cet appartement à usage exclusif vraiment pour quelque chose, pour un séjour qui est court. Quelles sont les obligations pour un locataire qui souhaiterait louer son bien en tant que meublé touristique? Alors, il faut faire tout d'abord très attention à son bail, parce que la majorité des baux contiennent une clause d'interdiction de sous-location, sauf avec l'accord écrit et express du bailleur. Donc, si le locataire a ce type de clause et qu'il s'affranchit de cette règle, il faut savoir qu'il est exposé à une assignation de son bailleur, à l'issue de laquelle il pourra solliciter le remboursement intégral des revenus qu'il aura tirés par son activité, mais également il encourra la résiliation automatique de son bail. La jurisprudence est constante sur ce point-là. Donc c'est embêtant. Parallèlement à ça, il faut savoir que pour le bailleur, il est aujourd'hui très facile d'obtenir ses décomptes directement des plateformes en faisant une petite procédure. Et une fois que le juge ordonne à la plateforme de communiquer ses décomptes, le locataire, sans même le savoir, son bailleur aura ces pièces qui seront indispensables pour son action. Alors pour vous illustrer, moi, au sein de mon cabinet, donc c'est une activité qui est assez récurrente. Pour ma plus belle condamnation, j'ai réussi à obtenir 200 000 € contre un locataire à titre de remboursement des flux civils au cours d'une action contentieuse. Donc c'est loin d'être négligeable. Oui, c'est loin d'être négligeable. Et à titre amiable, parce qu'il nous arrive aussi de négocier pour éviter une procédure longue et coûteuse pour l'ensemble des parties, et aussi avoir une date de départ négociée, peut-être plus rapide. J'ai réussi donc à obtenir une indemnité forfaitaire de 50 000 €. Alors maintenant, si on se place dans le cas du propriétaire qui souhaite louer son bien en tant que meublé touristique, quelles sont ses obligations? Alors, tout d'abord, il faut distinguer s'il veut louer sa résidence principale ou sa résidence secondaire ou encore un bureau ou un local commercial. Donc, on va faire la première option, la résidence principale. La résidence principale, c'est le logement que vous occupez, en principe, au moins 8 mois dans l'année. Donc, c'est celui que vous déclarez auprès des impôts en général. C'est votre résidence principale. Aujourd'hui, la loi dit que vous pouvez le louer dans la limite de 120 jours de location par an. Toutefois, vous pouvez dépasser cette limite légale si vous justifiez de l'un de 3 motifs qui sont déterminés par la loi, à savoir cas de force majeure, obligation professionnelle ou raison de santé. En pratique, le cas de force majeure, c'est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Il est très difficile à rapporter, il n'a jamais été retenu à ce jour par les juges. Là, le motif le plus souvent invoqué, c'est celui des obligations professionnelles. Alors, il faut faire très attention parce que lorsque vous justifiez de ce motif, les juges s'attendent à ce que cette obligation professionnelle couvre l'intégralité de la location saisonnière. Ça veut dire que vous n'avez pas une tolérance de 120 jours par an et après vous pouvez justifier, si vous louez de 20 nuits supplémentaires d'une obligation professionnelle, ça doit partir dès le premier jour de location. Et il en va de même pour le motif de santé médicale. Si vous dépassez cette limite et que le juge estime que vous n'avez pas un juste motif, vous vous exposez à une amende de 10 000 € par année de dépassement. Donc, si vous louez depuis 3 ans, ça peut aller très vite. Pour les résidences secondaires, naturellement, c'est le logement que vous occupez moins de 4 mois dans l'année. Enfin, moins de 8 mois plutôt, pardon. Et dans ce cas-là, le principe, la loi vous impose à ce que vous devez respecter une procédure de changement d'usage pour transformer votre local à usage d'habitation en hébergement hôtelier. Ça veut dire concrètement que vous devez compenser des biens en face ou acheter de la commercialité, c'est très difficile en pratique. La plupart des gens se contentent de louer un local à usage d'habitation et ils le mettent sur une plateforme. Le problème, c'est que vous vous exposez à une amende qui s'élève à 50 000 €, ce qui est colossal et l'amende est sérieuse. Toutefois, il y a un petit bémol, c'est que la ville, lorsqu'elle intente un procès à votre encontre, elle doit rapporter la preuve de l'usage d'habitation du local qu'elle vise
au 1er janvier 70. C'est une date qui est impérative et elle est très difficile à rapporter. Ensuite, vous avez des locaux commerciaux ou encore les bureaux. Locaux commerciaux, il faut demander aujourd'hui une autorisation au niveau de la ville de Paris d'un point de vue du code du tourisme. Ils mettent énormément de refus parce qu'ils ont ils ont fait une liste de critères qui est très difficile à remplir. Et pour les bureaux, il faut faire ce qu'on appelle une déclaration préalable. Et là aussi, aujourd'hui, vu qu'ils changent le PLU de Paris, eh bien, c'est très difficile à l'obtenir. Si vous vous amusez à mettre un local commercial ou un bureau, eh bien, vous avez des amendes qui sont en face. Et parallèlement à ça, vous pouvez aussi avoir une action de la copropriété pour vous faire cesser votre activité lorsque c'est un bureau ou un local à usage d'habitation. Donc attention, faut faire vigilance très attention. et de mise. Voilà. Pour terminer, quelles sont les évolutions récentes s'agissant des meublés touristiques? Il y a une proposition de loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale, qui a été en avril 2023, qui a été votée par l'Assemblée nationale il y a quelques mois, en janvier. Le Sénat s'est réuni le 21 mai, je crois, 2024, et ils ont voté quelques amendements. Ça s'appelle la loi Le Meur. Alors, il y a quelques points clés à retenir. Tout d'abord, la possibilité, enfin l'éventuelle possibilité, si elle est adoptée, de laisser un pouvoir à chaque maire de commune de réduire les 120 jours de location par an autorisés pour les résidences principales à 90 jours. Pour les résidences secondaires, eh bien, renforcer l'amende qui est aujourd'hui à 50 000 pour peut-être l'avoir passée à 100 000. Instaurer cette fois-ci aussi une amende pour les conciergeries, tout ce qui est intermédiaire, qui jusqu'à présent n'étaient pas concernés par la loi, aujourd'hui pourraient se voir appliquer une sanction de 100 000 euros par meublé. Donc c'est énorme. C'est Autant important. vous dire que s'ils ne vérifient pas, c'est une catastrophe pour leur business. Parallèlement à ça, la preuve de l'usage d'habitation dont je vous ai parlé pour les résidences secondaires. Donc, comme je vous ai dit, la ville doit rapporter la preuve au 1er janvier 70. Aujourd'hui, ils ont pour volonté d'élargir cette période, à savoir du 1er janvier 70 au 31 décembre 76. La ville aura une force de frappe beaucoup plus importante. Et également d'aligner... vous savez, pour les logements, aujourd'hui, nous devons respecter la décence énergétique. Oui. Et ils veulent aligner ce régime au meublé touristique d'ici 2034 afin qu'il soit classé maximum dans la catégorie D. Donc on voit un Voilà. cadre plus strict qui est en train de se dessiner. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. À bientôt. C'est le moment de se quitter. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.